Nous sommes ravis d'être ici, ravis de vous accueillir bien sûr au JNPN et ravis de vous accueillir dans cette session que nous allons, qui est une brève, que nous allons animer avec le professeur Emmanuel Affen, qui est également un des membres du comité de pilotage des JNPN et avec qui nous allons essayer de discuter aussi, de présenter les benzodiazépines en 2022, une autre perspective. Donc on ne va pas faire une séance de luminothérapie parce que c'est dans le noir, mais par contre c'est quasiment une étuve, donc vous pouvez vous mettre à l'aise si vous avez trop chaud, qu'il n'y ait pas de malaise par rapport à ça. Et donc je vais me passer la parole. Tu me passes la parole, Emmanuel? On passe la parole au président du Congrès, donc Pierre-Michel Lorca, que vous connaissez tous. Je pense que ce serait illusoire de vouloir le présenter, si ce n'est que, comme vous le savez, il travaille à Clermont-Ferrand depuis quelques années. Il est responsable de pas mal de projets. Il travaille en lien avec la Fondation fondamentale. Il co-porte un nouveau réseau qui vient d'être créé au niveau de FPSINET autour des essais cliniques en psychiatrie et dédiés notamment à la schizophrénie. Bref, Pierre-Michel. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, on est ravis de partager avec vous. Alors, sur un sujet, on peut se dire, tiens, donc les benzodiazépines. En fait, les benzodiazépines font partie du paysage mental de la plupart des professionnels qui sont ici, en tout cas des cliniciens en psychiatrie, en neurologie, sont des molécules qui existent, dont on a un usage ancien. Moi, ça fait longtemps que je fais de la psychiatrie, et donc en fait, ça fait partie des prescriptions sur lesquelles on n'a pas forcément une idée super spécifique. Alors effectivement, on l'utilise individuellement en tant que clinicien pour des patients qui sont en face de nous. Et en fait, on se fait une typologie, mais c'est vrai que la réflexion précise, par exemple, sur la manière de les choisir, pourquoi on les utilise, comment on les utilise, elle est plutôt acquise donc avec des connaissances qu'on a eues forcément au cours de notre parcours académique et de formation, puis ensuite, mais effectivement qui est aussi basée beaucoup sur notre expérience, qui fait partie de la manière dont on peut conceptualiser la médecine basée sur les évidences, qui comprend les évidences d'un côté, l'expérience du praticien et les préférences patients. Et on sait aussi que la préférence patient, ça peut être aussi des demandes de ces molécules. Alors en même temps, on a un message qui est souvent assez complexe autour des benzodiazépines, puisque à la fois il y a cette pratique, cette réalité, cette présence dans notre champ d'activité quotidien, et d'un côté, et de l'autre côté, il y a les messages de santé publique réguliers, maintenant depuis un certain nombre d'années, avec des volontés, des messages qui témoignent au niveau collectif des enjeux qu'il peut y avoir et de la nécessité potentielle de réduire la consommation collective de benzodiazépines. Donc je pense que en fait, à côté de ce message-là, qui est un message basé également sur des preuves, la pratique individuelle justifie que, surtout, on ait une réflexion sur la manière de les utiliser et les conditions dans lesquelles on peut les utiliser. Donc moi, je vais essayer d'évoquer ces usages à l'heure actuelle, et puis ensuite, Emmanuel parlera un petit peu de ce qu'on peut penser aussi de l'aspect pharmacologique. Alors on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de garder un petit peu de temps pour des questions à la fin. Bien évidemment, probablement, on devra, puisqu'il y a une session ensuite, alors là, c'est plutôt dans ma fonction d'organisateur un petit peu du congrès. En fait, on pourra poursuivre des discussions dans le hall avec Emmanuel. On sera à votre disposition autant que faire se peut. C'est-à-dire jusqu'au moment où on sera épuisé, on voudra aller se coucher, prendre un peu de benzo et dormir. Donc ça, ce sont mes déclarations d'intérêt, donc qui comprennent à la fois des déclarations d'intérêt, d'interaction avec l'industrie pharmaceutique, mais aussi des éléments qui ont été rappelés sur, par exemple, mon application dans la Fondation fondamentale depuis sa création. Alors ça, c'est les benzodiazépines, et donc ça, c'est des données qui sont assez connues. Vous avez probablement de la NSM 2017, c'est pas très vieux, et donc on voit la position au niveau de la France, avec, à part en Espagne, dans la plupart des pays, en Espagne, il y a une augmentation dans le temps, mais en France, on a une diminution de cette utilisation. Et donc, vous voyez, le schéma à droite montre cette diminution depuis 2000, avec une décroissance qui est associée quand même à des messages de santé publique importants, portés, adossés sur des études, des prescriptions, des études d'impact, et donc qui sont des éléments importants, mais avec quand même un niveau qui reste élevé et qui fait référence aussi, comme je le dis, ça fait partie du paysage, et aussi ce sont des molécules qui répondent à
un objectif et un effet spécifique. Donc, vous voyez, plutôt des femmes, âge médian des consommateurs 57 ans, c'est intéressant parce que en fait c'est quand même un âge médian assez élevé, avec probablement une des problématiques importantes, c'est l'usage chez les personnes âgées, et puis une augmentation de consommation justement qui augmente avec l'âge, avec quand même plus de 80 ans, on voit bien 38,3% des femmes, c'est beaucoup qui consomment des benzodiazépines. Alors, malgré tout, ça c'est la consommation, c'est les problématiques de santé publique. On a des données quand même sur l'intérêt dans les troubles anxieux. Et en fait, ça c'est une méta-analyse qui n'est pas très ancienne, 2015, c'est relativement récent. Et vous voyez, pratiquement un peu plus de 37 000 patients, 234 études randomisées contrôlées. Et donc, c'est les différentes stratégies qui existent. Et vous voyez, avec des stratégies qui associent les TCC et les traitements, mais on voit que le positionnement, les IRSNA et les benzodiazépines ont, on va dire, l'effet le plus marqué. Mais bon, vous voyez, quand vous voyez l'intervalle de confiance, on n'a pas de différence. Mais par contre, avec un effet qui est quand même plus marqué que les psychothérapies seules. Donc bien sûr, c'est une évaluation, vous voyez, une différence significative quand même, avec une taille d'effet qui est intéressante. Et en fait, ça veut dire que, donc méta-analyse, toutes les précautions qu'il faut prendre pour ce qu'on peut en penser, ça nous donne la tendance, mais ça confirme le fait que dans les troubles anxieux de manière générale, et en pré-post, c'est l'évaluation avant-après traitement, on se rend compte, alors ce sont des études randomisées contrôlées, donc toujours avec un groupe contrôle, on se rend compte que c'est efficace. Mais ce n'est pas une nouvelle, mais c'est important quand même de le situer, parce qu'en fait, on ne peut pas voir que les effets indésirables, il faut les voir, mais on ne peut pas nier cette efficacité. Et on voit, ce qui est intéressant là, dans ce toujours essai issu de cette méta-analyse, les données autour de l'intensité de l'effet, dans toutes les troubles anxieux, donc vous voyez des effets assez comparables, un intérêt moins dans le trouble panique, pas dans l'attaque de panique, un effet tout à fait marqué dans l'anxiété généralisée, puis un effet dans la phobie sociale qui est plutôt moindre. Vous voyez les benzodiazépines, c'est la première ligne. Donc en fait, on voit que déjà sur la typologie de patients, les benzodiazépines ont un rôle qui peut être intéressant, mais pas forcément dans tous les troubles anxieux, c'est un élément important. Alors les effets indésirables, on les connaît, sédatifs, hypnotiques, c'est leur effet, donc en fait la somnolence, capacité de conduite ou la concentration, les problèmes de mémoire, et puis en particulier chez le sujet âgé, la notion de confusion et d'ataxie. Donc en fait, c'est vraiment les éléments qui sont connus, mais qui sont les effets secondaires de leur profil pharmacologique et de l'effet qui est attendu. Par contre, on a aussi cet effet qu'on connaît bien, la notion de tolérance et de dépendance, et avec cette notion du risque de sevrage à l'arrêt. Alors, c'est intéressant aussi que, en fait, l'idée, c'est que on sait qu'il y a eu tout un débat, tout un mouvement qui met en évidence l'aspect pharmacocinétique, et en particulier la demi-vie, et avec un intérêt. Pendant longtemps, on a privilégié, dans un certain nombre de cas, l'utilisation de benzodiazépines à des demi-vies plus longues. Il y avait des recommandations autour de ça. Puis ensuite, on s'est rendu compte que les benzodiazépines à demi-vie plus longue avaient un risque d'accumulation. Et de l'autre côté, on se rend compte que les benzodiazépines à demi-vie plus courtes sont associées à un risque plus élevé de risque de dépendance et syndrome de sevrage, surtout. Donc en fait, c'est un élément intéressant. Et ça, c'est un... J'ai fait une bêtise. C'est un élément d'un papier de 2004, Guy Chouinard, qui est un collègue canadien, qui a beaucoup travaillé sur tous ces aspects-là, et donc qui avait publié dans le journal Clinical Psychiatry cette revue, où en fait on voyait bien qu'il classait les benzodiazépines en fonction de deux choses. Alors, enfin, le classement qu'on voit complètement à gauche, c'est l'affinité, et en fait elle est marquée, alors c'est un effet inverse, l'affinité par rapport au récepteur benzodiazépinique, premièrement, et de l'autre côté, la demi-vie. Et la demi-vie, on voit bien qu'il y a des grandes variations en fonction des composés. En fait, donc, on se retrouve avec deux éléments qui sont intéressants, puisqu'en fait, c'est des éléments de critères de choix des benzodiazépines. C'est-à-dire, on peut croiser ces deux éléments-là pour faire le choix, c'est-à-dire la demi-vie, dont on voit les risques longues, risques d'accumulation, courtes, et les risques de syndrome de sevrage, donc avec le maniement. Et puis deuxièmement, affinité aux benzodiazépines qui peut être au récepteur benzodiazépinique, qui peut être associé à une plus grande efficacité, mais
qui est aussi associé à un risque de rebond anxieux à l'arrêt, et donc sur des molécules comme par exemple, là on voit la différence, mais comme par exemple l'alprazolam, qui est une des molécules largement utilisées, et ben en fait on a un élément important. Donc on voit bien qu'on se retrouve, et c'est pour ça que en fait on doit différencier les modalités d'utilisation des benzodiazépines en fonction justement de tous ces paramètres. Parce que si on considère que c'est indistinct, en fait, on ne prend pas en compte les vraies différences qu'on peut observer, et donc à la fois en termes d'efficacité, mais aussi en termes d'effets indésirables. Donc en fait, bien évidemment, il faut prendre en compte les données de santé publique sur l'intérêt d'une prescription spécifique des benzodiazépines, mais pour avoir une prescription spécifique, il faut utiliser ces éléments-là. Donc en fait, vous voyez, les éléments de prise en compte qu'on peut avoir, c'est la forme pharmacocinétique avec la forme orale, la rapidité d'action à peu près équivalente par rapport à ça, avec, vous savez, la possibilité de passage, d'éviter le premier passage hépatique, avec l'utilisation parfois de l'absorption sublinguale notamment. Donc ça, c'est un élément important, avec des formes aussi intrarectales qui sont utilisées plutôt dans l'épilepsie, en plus particulièrement chez l'enfant, de certaines benzodiazépines. Donc en fait, ça, c'est vraiment un aspect très pharmacocinétique, mais sinon, la forme orale est classiquement importante. La demi-vie, et donc on voit que cette demi-vie, on a vu que c'est un élément de choix, avec plutôt des demi-vies courtes lorsqu'on a des troubles du sommeil, demi-vies intermédiaires lorsqu'on a de l'anxiolyse. Les demi-vies longues sont plutôt à éviter. Donc moi, au début de ma pratique professionnelle, j'ai utilisé beaucoup le clonazepam, qui est une demi-vie très longue, et dont on sait qu'au-delà des abus, il a des risques d'accumulation et de toxicité. Donc c'est un peu ennuyeux. Et puis aussi un élément qu'on méconnaît sur l'utilisation de toutes les molécules psychotropes, c'est les métabolites. Métabolites actifs, métabolites inactifs. Et on sait que c'est un élément très important, puisqu'en fait, effectivement, la molécule qu'on donne, et sa demi-vie, si on a un métabolite actif, forcément, il y a des conséquences, puisqu'en fait, le métabolite va poursuivre l'action, et donc, en fait, c'est un élément trompeur. Et ça, pour le coup, alors c'est valable pour les benzodiazépines, mais c'est valable aussi pour les antidépresseurs, c'est valable pour les antipsychotiques. La connaissance des métabolites est quand même assez utile pour monitorer les stratégies thérapeutiques qu'on met en œuvre. Alors ça, c'est un tableau justement des produits qui sont disponibles en France avec, vous voyez, vous avez la demi-vie, donc vous voyez qu'il y a quand même des grandes variations. Vous avez la présence ou non de métabolites actifs. Il y a peu de molécules qui n'ont pas un métabolite actif. Et puis, vous avez le niveau de potentialité qui peut avoir avec l'élément d'efficacité, mais qui peut avoir aussi avec le risque de rebond anxieux à l'arrêt, donc avec les difficultés qui peuvent être inhérentes à ça et qui peuvent favoriser la reprise et éventuellement l'automédication, etc. Donc, vous voyez que quand on veut choisir une benzodiazépine, il faut tenir compte de ces trois paramètres et vraiment en essayant de cibler la manière dont on va l'employer par rapport à la durée de prescription, par rapport à la manière dont on peut gérer une décroissance en fonction de ces différents paramètres. Et c'est des éléments d'importance parce que, une fois de plus, les benzodiazépines font tellement partie du paysage que je pense que si on avait fait un petit quiz pour savoir qu'est-ce qu'il y avait des métabolites, qu'il n'y a pas de métabolites, etc., c'est quand même des connaissances, en tout cas, qui, en ce qui me concerne, nécessitent d'être réactivées de temps en temps, et peut-être c'est une situation que vous partagez. Alors ça, c'est des recommandations internationales, c'est une synthèse des recommandations internationales qui a été faite en 2014 par un auteur canadien, Baldwin. Et en fait, ce qu'il disait, c'est ce qu'on retrouve, c'est la balance bénéfice-risque des benzodiazépines fait que c'est des molécules qui sont efficaces, on a vu le niveau d'efficacité, mais qui ont des risques du fait de leurs effets indésirables qui sont liés à leur mécanisme d'action et qu'on connaît. Donc ça, c'est un élément important. Ces benzodiazépines sont, comme je l'ai dit, différentes les unes des autres et peuvent être catégorisées en fonction de différents paramètres. Donc en fait, il faut être attentif à la prescription et donc en fait, ils disent aussi dans ces recommandations que, par exemple, lorsqu'on a une comorbidité anxio-dépressive, les benzodiazépines n'agissent pas sur les symptômes dépressifs qui peuvent être rencontrés dans cette comorbidité anxio-dépressive. Donc évidemment, ce n'est pas un effet qu'on peut attendre. Mais par contre, ce qui est noté, c'est leur intérêt et efficacité. Et donc, en fait, en dépit de la balance bénéfice-risque, dans les formes graves, invalidantes, lorsqu'on a des traitements et les traitements ne sont pas efficaces, lorsqu'on a besoin d'une réponse qui permet de limiter l'intensité des manifestations qu'on peut observer, en fait, ce sont des outils qui peuvent être vraiment utilisés avec les précautions qui sont liées à leur environnement et à leurs caractéristiques.
Alors pour finir, hein, c'est dans la HAS en 2018, vous voyez les règles de prescription, la situation du patient, c'est ce qu'on disait. Hein. Est-ce qu'on a un trouble comorbide? Qu'est-ce qu'on doit, on doit rechercher sur les manifestations qui sont associées? La limitation de la prescription, parce que c'est un élément important. La notion de titration de dose. Et puis prendre en compte la notion de la sédation par rapport aux effets indésirables. Et bien sûr, prévenir de la potentialité d'arrêt, l'arrêt progressif. Malgré tout, hein, et malgré toutes ces précautions, en fait, ce qui est noté également par la HAS, c'est un élément important que j'ai rappelé au début, ce sont des molécules dont le service médical rendu est considéré comme important. Donc, bien sûr, et pour terminer, le message de santé publique, c'est que les benzodiazépines doivent être utilisées avec précision. Et notre travail ici au GNPN, c'est d'aller vers une psychiatrie de précision qui passe par la précision d'identification des besoins des patients, à la fois dans ce qu'ils disent, mais aussi dans leurs caractéristiques phénotypiques, et après la précision des modalités, des stratégies de prise en charge. Donc c'est important de garder ça en tête et qu'on sait qu'on a un outil, on sait qu'il a des inconvénients, on doit utiliser la sommation des informations qu'on a pour pouvoir l'utiliser dans les meilleures conditions possibles. Et c'est probablement ce qu'on peut se dire en 2022, c'est-à-dire ne plus considérer les benzodiazépines comme simplement un élément décoratif de notre paysage qu'on utilise comme ça, plus ou moins, sans y réfléchir, mais comme chacun des traitements qu'on emploie, avoir une réflexion spécifique sur le choix de la molécule en fonction des objectifs que nous recherchons. Merci de votre attention et je vais maintenant passer la parole au professeur Affen. Bien, merci Pierre-Michel. Je vais essayer de tenir le temps. Nous avons une dizaine de minutes. Donc je vais essayer de vous démontrer justement par rapport à ce temps qui m'est imparti l'intérêt de bien distinguer et différencier les différentes benzodiazépines et notamment lorsqu'on s'intéresse aux aspects pharmacologiques. Ma déclaration de lien d'intérêt. Alors les benzodiazépines, c'est quoi ? Les benzodiazépines, ça fait en fait partie d'un grand groupe, ce qu'on appelle les modulateurs allostériques positifs du récepteur GABA, c'est-à-dire que leur effet va être la stimulation de la transmission GABAergique qui va induire les effets cliniques, sachant que cette augmentation de la transmission est un effet inhibiteur global au niveau du système nerveux central. Alors les benzodiazépines, elles agissent sur le récepteur GABA par des actions au niveau réceptoriel. Et cette action réceptorielle, elle est fonction de la présence de différentes isoformes au niveau de ce site récepteur, sachant qu'il existe des récepteurs GABA sensibles aux benzodiazépines et des récepteurs GABA qui ne sont pas sensibles aux benzodiazépines. Et la différence, elle est liée à la présence de certaines isoformes, en particulier les isoformes que vous voyez ici, alpha 1, 2, 3, 5, gamma 2, sachant que lorsqu'il y a les isoformes alpha 4 et 6, il n'y a pas de sensibilité aux benzodiazépines et les benzodiazépines vont agir spécifiquement sur des sous-sites au niveau gamma 2 et au niveau de l'interface alpha-bêta. Et c'est de par cette action sur ces sites réceptoriels que vous allez avoir une augmentation de la transmission, donc une augmentation de l'activation de ce canal chlore qui facilite l'effet du GABA, sachant qu'il y a une condition indispensable pour l'effet de la benzodiazépine, c'est la présence de GABA, à la différence des barbituriques qui sont capables d'activer le récepteur GABA sans présence de GABA. Alors ces benzodiazépines, nous le disait Pierre-Michel, il faut en effet les différencier et les distinguer d'abord selon leur demi-vie, selon leur métabolite actif et selon le KI, c'est-à-dire selon l'affinité du récepteur à la molécule, sachant que plus le KI est bas, plus l'affinité est élevée, et que cette affinité elle est importante à considérer par rapport aux effets pharmacologiques et surtout aux risques liés à l'utilisation des benzodiazépines. Alors, la particularité de l'effet des benzodiazépines, elle est liée en effet à leur action au niveau des différentes isoformes. Ce que vous pouvez voir ici dans ce travail proposé il y a une dizaine d'années par Tan et ses collègues, eh bien, c'est que l'effet sédatif, comme l'effet lié à l'arrêt brutal, à l'amnésie ou au risque de dépendance, sont assez spécifiques de l'isoforme alpha 1, alors que les effets que l'on recherche, c'est-à-dire les effets anxiolytiques en particulier, sont plus spécifiques de la sous-unité alpha 2. Et donc, en fonction justement de ces actions, vous allez avoir des effets différenciés. Alors, comment est-ce qu'on le mesure ? Eh bien, il y a différentes possibilités de l'évaluer. Ce que vous voyez ici, c'est des travaux qui ont porté chez le primate et qui se sont intéressés à quoi ? Eh bien, à l'évaluation de l'auto-administration
de ces différentes substances selon leur affinité pour les différentes isoformes. 3 molécules, 3 groupes en tout cas, le zolpidem qui est spécifique de l'isoforme alpha 1, qui agit que sur cette isoforme alpha 1, le L338-417 qui est spécifique des isoformes alpha 2, 3, 5, et le midazolam et le diazépam qui n'ont pas de spécificité, c'est-à-dire qu'ils agissent tant sur alpha 1 que sur les autres isoformes alpha. Et ce que vous voyez, eh bien, cette différence en termes d'auto-administration très claire entre le zolpidem et le L338-417, eh bien, c'est lié justement à cette différence d'effet au niveau des isoformes alpha. Et lorsque vous comparez le zolpidem par rapport au midazolam et au diazépam, vous voyez également qu'il y a une diminution de l'auto-administration pour ces benzodiazépines qui n'ont pas de spécificité d'action entre l'isoforme alpha 1 et les autres isoformes alpha. Alors, l'un des points importants, en effet, par rapport à cet effet sur le système GABAergique, c'est les liens en termes de risque de dépendance. Ce que l'on sait, c'est en particulier au niveau du système de récompense, de l'aire tegmentale ventrale, c'est qu'il existe une interaction entre le système dopaminergique et le système GABA, notamment de par la présence d'interneurones, et que lorsque ces interneurones vont être stimulés par les benzodiazépines, vous allez avoir une chute du GABA qui va lever le frein sur le système dopaminergique. Et c'est probablement cette levée de frein qui est à l'origine du risque de dépendance aux benzodiazépines par rapport à cette augmentation extracellulaire de la concentration de dopamine. Alors, quels sont les facteurs favorisants? La NSM nous en a mis en évidence un certain nombre. C'est bien entendu la durée de traitement, mais également la posologie, sachant que plus la dose est élevée, plus on assiste à une escalade de dose, plus il y a un risque. C'est également les antécédents d'autres dépendances, le sexe féminin, l'âge jeune, l'association de plusieurs benzodiazépines et les antécédents familiaux de dépendance qui seraient également un facteur associé à ce risque. Est-ce que c'est les seuls? Non. Il y en a d'autres à considérer et c'est vraiment là où apparaît la distinction que l'on peut faire entre les différentes benzodiazépines. Sur le tableau de droite, vous voyez une étude qui est apportée également chez les primates, qui est relativement ancienne, mais qui est, je trouve, intéressante dans sa formulation. Donc, qu'est-ce qui a été fait? C'est des primates qui ont été habitués à la cocaïne. On leur a donc proposé la possibilité de s'auto-administrer la cocaïne pendant quelques jours, puis pendant 5 jours, on passe à un véhicule, et puis la fois d'après, on leur propose le trialosal, la buspirone, le diazépam ou le pentobarbital. Et ce que vous voyez, eh bien, c'est qu'avec le pentobarbital, vous avez une escalade très rapide de l'auto-administration, une importante également auto-administration avec le triazolam, mais moins marquée avec le diazépam et nettement moins marquée avec la buspirone. Donc il y a des différences significatives entre ces différentes molécules qui agissent pourtant sur le même récepteur. Et lorsqu'on s'intéresse à la population des consommateurs particulièrement excessifs, c'est-à-dire les toxicomanes, et qu'on leur pose la question de l'intérêt de ces différentes molécules, donc lorsqu'on leur pose très clairement la question de la monetary street value, eh bien, ils positionnent le flunitrazépam au-dessus du triazolam, au-dessus de l'alprazolam, au-dessus du diazépam et au-dessus de l'oxazépam. Donc, comme quoi également, il existerait pour ces utilisateurs une hiérarchie eh bien, selon les effets induits de la substance prise. Alors, il y a donc d'autres facteurs à considérer. Et ces autres facteurs à considérer sont d'une part liés à l'absorption rapide, notamment liés à une demi-vie très courte, à la voie d'administration également, potentiellement également par rapport à la forte imprégnation, notamment avec des molécules qui ont non seulement des demi-vies longues, mais également un certain nombre de métabolites actifs, et bien entendu la forte liaison au site récepteur, c'est-à-dire par rapport à ce principe d'affinité. Lorsqu'on regarde ce travail de Masiulis et ses collègues publié en 2019 dans Nature, ils se sont intéressés en fait à essayer de démonter et de comprendre le pourquoi justement de cette affinité au site récepteur de différentes benzodiazépines, l'alprazolam versus le diazépam. Et ce qu'ils montrent, eh bien, c'est que l'affinité est bien plus élevée de l'alprazolam au niveau du site récepteur, liée à sa pénétration plus importante au niveau du site récepteur. Et c'est ce qui ferait sans doute la différence par rapport au risque généré en termes de dépendance. Donc, comme vous l'a dit Pierre-Michel Lorca, l'important, c'est bien de différencier les benzodiazépines dans les actions recherchées qui requièrent une prescription adaptée et, bien entendu, également dans ce champ thérapeutique vers une personnalisation du choix thérapeutique. Je vous remercie de votre attention.